Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre longue carrière vous a conduit des scènes au plateau en passant par les librairies et les salles d'exposition. De la vie de tous, vous êtes aussi une femme formidable quand vous l'incarnez dans un seul en scène particulièrement cher à votre cœur. Bonjour Annie Dupéret. Bonjour, ravi de vous voir. Eh ben moi aussi, et de vous entendre, parce que Mes chers enfants est à l'affiche du Lucernaire, c'est un spectacle auquel vous tenez beaucoup. Oui. Donc on va en parler tout à l'heure très longuement. Mais le principe des clés d'une vie, vous étiez venu tout au début. Maintenant on a évolué, on est à la 1215e émission. En effet. Et j'ai trouvé quand même des dates différentes de la première fois qui correspondent à votre parcours. Bon. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 7 septembre 1965, passe à la télévision l'examen de passage de Lazare Iglesias, et vous êtes une secrétaire dans ce téléfilm. Ah, c'était la toute première apparition télé, je crois. Oui, exactement. Oui. Je devais avoir 17 ans ou un truc comme ça. Exactement. Oui. mais c'était, vous jouiez une speakerine. Oui. Je saurais pas vous dire, j'ai jamais revu la chose, mais oui, je me souviens que c'était... Et c'était pas facile de trouver des engagements. Il y avait un couloir à la télévision au but de Chaumont où on cherchait des engagements. C'était pas simple. Moi, je sais pas, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rien cherché. C'est très très curieux. Moi, comme je suis arrivée dans ce métier, je pense vraiment maintenant que j'ai des anges au-dessus de ma tête, qui sont peut-être mes parents morts, je sais pas. Mais d'abord, c'est quand même extraordinaire que j'ai jamais rêvé d'être comédienne. Non, jamais rêvé d'être comédienne. Moi, j'étais aux Beaux-Arts, je voulais être peintre. Et puis, comme j'écrivais, je lisais beaucoup, on a dit, tiens, on va la mettre au Conservatoire d'art dramatique pour qu'elle continue à étudier des textes. C'était ça, c'était les mots d'abord. Et puis, j'ai découvert les partenaires. Quelle merveille! J'ai découvert ça, donc je suis partie. Et il y a une amie, je me rappelle, j'ai eu 2 premiers prix au Conservatoire de Rouen, mais un peu les doigts dans le nez comme ça. Et puis effectivement, il y a une amie qui m'a dit oh, mais on part tous essayer le Conservatoire de Paris. Tu vas rentrer en section peinture après mes 2 ans d'études générales aux Beaux-Arts de Rouen. Mais pourquoi tu viens pas tenter avec nous? Qu'est-ce que tu risques? Parce que je risquais, c'est d'être prise. Oui. Et donc, à partir de là, je suis partie dans ce métier sans aucune projection idéale de moi-même là-dedans. Je faisais parce que j'aimais. Le premier professeur que j'ai eu au conservatoire à 17 ans m'a engagé pour un rôle principal, c'est-à-dire qu'à peine rentré au conservatoire, 2 mois après, j'étais sur scène. C'est dingo, quoi. Et puis cette petite télévision, je sais pas comment elle est arrivée. Elle est arrivée comme ça, je sais même pas, j'ai rien cherché. Et Lazare Iglesias, qui l'a réalisé, il a travaillé pendant 10 ans au Club d'Essai. Il est à l'origine de la première pièce de théâtre en stéréo à la radio. Ah, tiens donc. Ouais. Et il y a un homme qui, dans cette période, a beaucoup compté, c'est Jean Chevrin, je crois. Ah oui. Non, Jean Chevrin était un professeur merveilleux à Rouen, pour le coup, professeur au Conservatoire de Rouen. C'était un homme qui apprenait les bases du métier, mais d'une manière très charismatique et très très simple et très généreuse comme ça. Et sort d'ailleurs, ça me frappe d'ailleurs. Il disait, il faut tout jouer, il faut ne s'interdire rien, il faut s'explorer artistiquement dans tous les domaines. Et d'ailleurs, sortent de chez lui Karine Viard, Valérie Lemercier, Virginie Lemoine, Franck Dubosc, Patrick Chenet, moi, des gens qui aimons beaucoup essayer des choses à droite, à gauche, comme ça, chanter, mettre en scène, écrire. Et ça me semble tout à fait logique qu'on sorte des mains de cet homme-là. Oui, qui était très généreux. Il avait travaillé chez René Simon, qui lui aussi s'était dévoué au théâtre, au cours de théâtre, et lui aussi, sa vie, c'était les cours de théâtre. Oui. Alors quand on rentrait au conservatoire, évidemment, parce que René Simon avait un cours extrêmement célèbre, mais il avait aussi une classe au conservatoire. Donc quand on sortait de chez Chevrin, il était impensable que nous n'ayons pas dans la classe de René Simon. Et il était très dur et très généreux en même temps. Il parlait énormément. Moi, je travaillais pas beaucoup. On travaillait pas beaucoup, mais il parlait beaucoup. Et il vous enseignait, c'était très important, une éthique du métier. Une éthique du métier. Notamment ce principe qui m'est toujours resté, fait que ton partenaire soit le meilleur possible. Parce que s'il est très bon, il va te rendre. C'est ça le partage sur scène.
C'est pas du tout à la bagarre, à être mieux que l'autre ou à lui voler un effet et tout ça. Non, non. Fais que ton partenaire soit le meilleur possible. Je trouve que c'est formidable. Et c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas assez aujourd'hui, peut-être? Oui, oui, oui. Je vais peut-être parler à des jeunes acteurs bientôt là au Lucernaire, puisqu'il y a une école. On m'a demandé hier justement, on m'a dit mais tu viendrais pas leur parler? Je leur dirai ça en premier. Je pense que c'est important. Et puis donc il y a eu quelqu'un d'autre qui a compté beaucoup dans votre vie, Annie Dupéré. Vous allez reconnaître sa voix. Il me semble que j'ai d'abord été appelé par un désir profond d'épouser les autres. Jean-Louis Barrault. Ah ben oui, oui, oui. Ah ça, Jean-Louis, ça a été une rencontre extraordinaire, encore sous le signe d'un hasard incroyable, parce que j'étais partie, je vous raconte, c'est drôle. Oui, oui. J'étais partie à faire du cinéma, puisque j'étais très jolie jeune femme, donc j'avais joué avec Elvire Popesco, j'avais joué une pièce, et puis hop, le cinéma m'avait happé, comme ça, pendant 3 ans, 4 ans même, et puis, tout à coup, je me suis aperçue qu'on n'attendait pas grand-chose de moi au cinéma, à part d'être jolie. Vraiment pas grand-chose, quoi. Et puis, je me suis dit, mais si je ne refais pas du théâtre, je suis perdue. Je me rappelle avoir pensé ça. Si je refais pas du théâtre, je suis perdue. Parce qu'il n'y a que là que je peux prouver vraiment ce que j'ai dans le ventre, comme on dit, voilà. Et puis je cherche, je reprends des cours de danse, je reprends des cours de chant. Voilà, je savais pas, j'avais pas beaucoup gardé d'amis dans le théâtre puisque j'étais partie dans le Cinoche. Et puis un soir, le hasard était extraordinaire. J'y avais une fête chez Guy Béard, dans sa grande propriété de Garches. J'avais été une fois à une fête de Guy Béard, je m'étais commis dans cette fête où on invitait des jolies filles, beaucoup. Oui, en général, il vous téléphonait le matin, il dit tu viens ce soir, il y aura 4 personnes, il y en avait 500. Il y en avait 500, voilà. Et j'avais été une fois donc à ces fêtes comme ça, fastueuses, où je m'étais fait emmerder par des vieux messieurs toute la soirée. Et on me dit, ah, il y a une fête chez Guy Béard ce soir. Je dis, ah, non, pas question, je vais me faire draguer par des vieux cons. Non, ça va pas. Et je ne sais pas ce qui me prend. À 8h du soir, peut-être désœuvré ou je dis, oh, allez, hop, j'y vais. Et je tombe sur qui? Jean-Louis et Madeleine. Jean-Louis et Madeleine, et je vais les voir. Et je leur dis, voilà, écoutez, je suis sortie du conservatoire, j'ai même un 2e prix au conservatoire. Et là, je fais du cinéma, mais je voudrais revenir de théâtre. Et Jean-Louis, ça a été très court, hein. Jean-Louis m'a dit, est-ce que vous dansez? Alors, je dis, oui, monsieur, je fais de la danse depuis l'âge de 12 ans, etc. Alors, venez me voir demain à l'Élysée-Montmartre, j'ai peut-être un rôle pour vous. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et il y a eu plusieurs spectacles. Il y a eu Isabella Mora, oui. Il y a eu Jarry sur la butte. Ça a été. J'ai fait l'inauguration du grand chapiteau dans la gare d'Orsay, oui. Du chapiteau en bois construit par les compagnons dans la gare d'Orsay. Après, j'ai fait l'inauguration du rond-point quand on a remonté ce chapiteau dans le théâtre du rond-point. Ah oui, c'était une belle histoire, Jean-Louis qui disait, tu es ma fille de théâtre. Il m'avait choisi comme fille élue. Et d'ailleurs, c'était formidable parce que Madeleine, qui était très désagréable avec les autres actrices parce qu'elle était très jalouse, avec moi, il n'y avait aucun problème. Elle avait parfaitement compris que j'étais pas du tout dans ce registre-là. Il était très paternel avec moi. Et d'ailleurs, Guy Béard, que vous citiez, est lié à une chanson et à un spectacle qui a été joué à la gare d'Orsay. Je voudrais changer les couleurs des temps, changer les couleurs. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu Harold et Maude avec Madeleine Renaud à la gare d'Orsay, voilà, avec absolument. Philippine Pascal qui était Philippine de Rothschild, et l'air avec mon vieux copain Rivière qui est venu me voir au théâtre hier. Voilà. Et c'était magique parce que ce lieu qui était une ancienne gare désaffectée est devenu un lieu où tout le monde venait. Le Magic Circus venait, tout le monde venait. Jean-Louis était extrêmement doué. Il pensait qu'un théâtre était une maison. Donc, il mettait tout de suite des tapis, des choses. Il mettait des tableaux au mur, comme dans une maison. Il mettait ses Max Ernst, comme ça. Et il avait tout de suite compris qu'il fallait nourrir les gens, qu'il fallait qu'ils puissent boire un coup, manger quelque chose, qu'il fallait faire plusieurs salles. Et c'est lui l'inventeur de tout ça, effectivement. Et il a inventé beaucoup de choses. D'ailleurs, le théâtre du Rond-Point, ensuite, aujourd'hui, ressemble à ce qu'il avait inventé. Ressemble tout à fait à ce qu'il avait inventé. La seule chose, c'est qu'on l'a un peu oublié à la fin de sa vie. Hélas, il était tout seul avec Madeleine dans son appartement de la ville du président Wilson et peu de gens venaient le voir. Oui.
Moi-même, c'est vrai, je vous confie quelque chose, j'ai culpabilisé un peu, je l'ai pas trahi, mais il était, il faut le dire, on le sait, très très alcoolique à la fin de sa vie, très aigri, comme ça, c'est terrible. Il est rentré au rond-point, il a commencé à dire c'est fini. On l'avait bétonné. Cet être qui était un voyageur, qui créait des lieux, tout à coup, le fait d'avoir un lieu dont on ne le chasserait plus, il disait c'était fini. On disait mais enfin Jean-Louis, non, mais non, au contraire, c'est formidable, etc. Il disait non, c'est fini. Et c'est vrai qu'il a monté des très, très belles choses. Et puis effectivement, il allait déjà pas très bien et tout, et il m'avait proposé de faire Antoine et Cléopâtre avec Bruno Kremer. Et entre Jean-Louis, très alcoolique, et Bruno, que j'avais beaucoup pratiqué au cinéma, et dont je connaissais la lenteur, formidable d'ailleurs, parce qu'un poids formidable, je me suis dit, mon Dieu, entre Jean-Louis et Bruno, qui va à 2 à l'heure quand il joue, mais où mets-je les pieds? Je les ai pas mis, les pieds. Vous avez eu raison. Il y a eu le théâtre, mais il y a aussi d'autres choses, et une date importante dans votre vie, c'est le 4 novembre 1977. À tout de suite sur Sud Radio avec Annie Dupéret. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Annie Dupéret. Nous parlerons tout à l'heure de ce seul en scène au Lucernaire, Mes chers enfants, un spectacle important et qui a beaucoup de succès. Je vous parle du 4 novembre 77, c'est une date importante dans votre vie, pas pour la comédienne mais pour la romancière, car ce jour-là, vous recevez le prix de l'Académie française, le prix Alice Louis Berthoud. Ah oui. Pour le livre qui s'appelait... Mon premier roman. Exactement, L'Admiroir. Voilà, ouais. Et à l'époque, quand on m'a dit, mais tu sais, tu viens d'être couronné par l'Académie française, j'ai dit, ah oui, ah ben c'est chouette, mais je me rendais pas compte du tout que c'était un vrai honneur, en fait. C'est-à-dire que vous vous êtes retrouvé sous la coupole à recevoir un prix ? Non, on me l'a attribué comme ça, mais il n'y a pas eu de remise officielle, comme les Légions d'honneur, les choses comme ça, non. Mais c'est quand même important comme premier roman. C'est quand même important, mais je m'en rends compte maintenant d'avoir commencé un premier roman avec un prix de l'Académie française, c'était quand même formidable. Et la critique littéraire, qui au départ se méfierait d'une comédienne, mais non, elle a été unanime. Oui. Non, c'était super, J'étais rentré au Seuil avec François-Régis Bastide, le créateur du Masque et la Plume et romancier formidable, dont j'ignorais qu'il était éditeur. Et je crois que c'est à Cannes à l'époque, puisque je faisais beaucoup de cinéma comme ça, il y avait eu un dîner avec lui et comme j'avais lu, j'ai parlé de ses romans et tout, et je lui avais dit incidemment, bon, moi je suis en train d'écrire quelque chose. Mais je sais pas ce que c'est, je sais pas si je vais finir. Et il a eu un mot extraordinaire. Il m'avait dit, vous avez combien de pages? J'ai dit, je crois 100 à peu près. Alors vous allez finir parce qu'à 100 on termine toujours. Merveilleux. J'ai pris ça comme une parole d'oracle. Je me suis dit, il doit avoir raison. Et il m'a dit, puisqu'il se trouve que je suis aussi éditeur, ah bon? Venez me voir après, je vous dirai ce que c'est. Et puis donc j'ai fini, puisqu'à 100 pages on termine toujours. Oui. Et puis j'ai pas perdu le numéro de téléphone, bien sûr, donc je lui ai envoyé mon texte et il m'a dit, je vais vous dire ce que c'est un roman, puis je vous le prends. Ça, c'était une surprise. C'est merveilleux. Et vous ne pensiez pas avoir un succès, car ce roman... Je ne pensais pas avoir un succès. Mais avant de le donner à François-Régis Bastide, je dois dire que j'avais eu un sacré lecteur. Hein. J'avais eu... les trous, vous voyez les trous. Il se trouve que j'étais ami avec Romain Gary. Et Romain avait lu mon roman. Et je dois avoir encore le mot à la maison dans un coin. Et il m'avait écrit une lettre absolument charmante. Il m'avait dit bravo, tu es tombé du premier coup sur un sujet jamais traité, je suis presque jaloux. Et il terminait par un post-scriptum qui m'avait semblé du plus mauvais goût. Il m'avait dit, ne crains rien, je ne dirai à personne qu'en fait c'est moi qui l'ai écrit. Romain Gary. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet humour de merde? Et en fait, j'ai appris beaucoup plus tard. Bon, on est beaucoup sortis ensemble chez les Russes, tout ça. On n'a eu aucune aventure ensemble, alors qu'il était... il m'avait pris pour une petite sœur, je crois.
Il y avait peut-être un contact d'enfance malheureuse comme ça qui marchait. Et on allait chez les Russes, on allait au cirque et tout, et on s'est perdu de vue. Et après, quand j'ai appris Ajar, je me suis dit, mais ce sous-titre, ne crains rien, je dirais à personne qu'en fait c'est moi qui l'ai écrit. Mais il y avait déjà cette idée de la mystification, comme ça c'est extraordinaire. Émile Ajar, le prix Goncourt, c'est une mystification qui a marché au-delà de toute espérance. Au-delà de toute espérance. Mais comme quoi, des années avant, il m'a écrit ce post-scriptum et avec déjà cette idée comme ça c'est fou, hein. C'est fou. Alors, ce qui est fou aussi, c'est que l'écriture, finalement, depuis vos jeunes années, vous écrivez quoi qu'il arrive, Annie Dupéré. Oui. D'ailleurs, c'est drôle, je me suis demandé à un moment, ma tante que j'adorais, qui m'a élevée, qui était un personnage magnifique, à qui je dois vraiment tout, quoi, puisqu'elle a compris qu'il fallait me pousser vers les arts. À 11 ans, j'étais aux Beaux-Arts de Rouen au cours du soir, j'étais au cours de danse, j'étais à la vue que je n'étais douée que pour ça. Donc elle m'a spécialisée, si j'ose dire, très vite, comme ça. Quand j'ai quitté Paris à 16 ans et demi, 17 ans, Rouen, je veux dire, quand j'ai quitté Rouen, elle n'avait pas le téléphone. Et je savais que ma tante adorait comme j'écrivais. Donc, toutes les semaines, je lui envoyais 10 pages, à peu près, où je lui racontais pas tout, pas tout à fait tout. Presque. Je lui racontais les gens que je rencontrais, j'essayais de faire des portraits pour la faire rire et tout ça. Et puis un jour, elle a eu le téléphone. Et j'avais 22, 23 ans, donc j'ai perdu mon lecteur. On s'est dit en 5 minutes ce que je disais, mettait 10 pages à lui écrire. Et c'est là que je me suis dit, bon, ma merde, alors, je peux plus écrire, qu'est-ce que je pourrais... si j'écrivais une histoire. C'est comme ça que c'est né. Voilà, si ma tante avait eu le téléphone, j'aurais peut-être pas fait mon premier roman, allez donc savoir. Et d'ailleurs, c'était des lettres, et aujourd'hui, sur scène, vous jouez des lettres en plus. Donc, absolument. la boucle est bouclée. Épistolaire. Alors, ça a tellement marché que vous avez continué à faire des livres. Il y a eu Le Voile Noir qui a été un énorme succès. Oui, un deuxième roman avant qui était bizarre, qui m'a mené un peu vers Le Voile Noir. Ouais. Voilà. Et ces romans, c'est devenu vraiment... on vous a considéré comme une romancière au fil des années. Oui, c'est bien. J'en suis heureuse, bien sûr. Et je suis même très fière d'une chose, c'est que Le Voile Noir est souvent en programme scolaire, en 3e et en première littéraire. Et j'ai quelques professeurs d'ailleurs qui le font travailler tous les ans, et parce qu'ils ont vu que ça marchait bien sur les enfants, et avec qui je travaille quelquefois pour les questions des élèves, par mail. Comment l'expliquez-vous ? Je sais pas, c'était... J'avoue que moi je garde la tête froide, hein, j'ai pas la tête qui gonfle jamais, même sur un succès littéraire, des grands comme j'en ai eu quand même comme ça. Mais Le Voile Noir, c'était un truc tellement spécial, tellement dur à faire d'abord, tellement salvateur pour moi avec les lettres que les gens m'ont envoyées après, qui était une grande aventure avec le public. Et c'est vrai que le jour, je dois dire que j'ai eu 5 minutes de fierté. Le jour où j'ai reçu le petit livre Bordas des classiques de l'autobiographie et que je me suis vu entre Primo Levi, Duras et Dostoïevski, je me suis dit là quand même, je ne peux que être contente quand même. Oui, et c'est la récompense, Annie Dupéré, de ces moments durs, parce qu'il fallait fouiller dans les négatifs des photos de votre père que vous n'aviez jamais vues. C'est une longue aventure de sortir, pas de sortir, on sort jamais, mais disons de faire le point sur une histoire pareille. J'ai retrouvé un carnet d'enfance que m'avait rendu ma tante, où à 13 ans, je ne me parlais qu'une seule fois de la mort de mes parents, une seule page, et sur laquelle je disais un jour il faudra que j'écrive mon livre en majuscule. Donc à 13 ans, j'avais déjà la certitude, quelque part, que ce ne serait pas une confidence, que ce serait pas, c'était pas la mode, les psys en plus, à l'époque, c'était pas ça, que ce serait rien d'autre qu'un livre. C'est fou, hein? C'est fou. Et ce livre, il y a le côté romancier, le côté comédienne, et il y a une autre passion qu'on peut évoquer à travers une chanson. Ce que c'est beau, la photographie,
les souvenirs sur papier glacé. Les frères Jacques avec Ah, cette oui. chanson qui était un véritable ballet, car Oui, je les ai vus, moi, je les ai vus tous les soirs au Théâtre de la Ville quand je jouais La Guerre de Troie n'aura pas lieu. J'arrivais en avance pour, de la passerelle technique, venir voir les frères Jacques tous les soirs qui passaient à 18h30. C'était extraordinaire. C'était Extraordinaire. une mécanique qu'on n'a jamais retrouvée. Ah, Hein. c'était et je les voyais répéter encore tous les soirs, tous les gestes et tout ça, la coordination et tout. C'était merveilleux. Alors la photographie, c'est une autre de vos passions. Vous avez fait des portraits de comédiens, vous avez photographié votre maison, vous avez fait des expositions, ce que vous n'auriez jamais Oui. imaginé au départ. Elle est ma 20e exposition est en train de se terminer. Et j'ai commencé quand même par le prestigieux Visa pour l'image, c'est merveilleux. Mais oui, c'était une passion pour moi. Hein. Alors, elle est partie, cette passion de l'amour de la photo. Je pensais même pas que je faisais comme mon père. Hein. J'y avais même pas pensé. C'est bien de rien comprendre, parce que sinon on fait pas les choses. Si on comprend tout de suite, on n'a pas besoin de les faire pour découvrir. Et donc je ne pensais pas du tout, j'avais pas vu les photos de mon père, ça m'intéressait pas, j'étais encore très en colère contre leur mort. Et donc, ces photos, c'est bon. Elles étaient cachées sous mon lit dans 3 cartons. Et effectivement, je me mets à faire la photo et le laboratoire, et même développer les pellicules, sans penser une seconde que je faisais comme lui. Hein. Alors, le départ de la chose, moi qui aimais ça a été l'époque où mes copains comédiens, il n'y avait pas de casting à l'époque, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien, il y avait des photos. Donc mes copains avaient vite découvert que je faisais franchement de bonnes photos, que j'étais gratuite, que je leur faisais les tirages et qu'en plus on se marrait. Donc ça faisait 4 bonnes raisons de me prendre comme photographe pour faire leur book. Mais les photos que j'expose, c'est pas celles-là, c'est ce que j'appelle les portraits intérieurs, c'est les rares portraits où j'ai cru saisir un petit bout d'âme, quoi. Peut-être quelquefois sans qu'ils s'en rendent compte. Ou quand ils étaient particulièrement ouverts et détendus devant moi. Donc j'ai quelques portraits d'acteurs comme ça, dont Adjani, Terzieff, Caroline Cellier et Jean-Pierre Léaud. Et qui ont été des photos que j'aime comme ça parce que c'est... elles sont, à mon avis, il y a un bout d'intériorité, quoi. Et puis des paysages, et puis des natures mortes, je faisais tout ça. Et c'est un ami, il y a 13 ans, qui, rangeant mon grenier alors que je déménageais, m'a dit, mais j'adore, mais moi je veux faire une expo. Je lui ai dit, mais tu es bête, enfin, qu'est-ce qui va s'intéresser à ça? Et puis en fait, ça a très bien marché. Mon éditeur en a fait un petit livre, qui s'appelle Les photos d'Annie. Et puis tout de suite, hop, c'est parti. Donc cette expo, je lance un appel, cette expo vient de rentrer chez moi, tout à fait disponible. L'appel est lancé, je suis sûr qu'il y aura des réponses. Une autre date importante dans votre vie pour d'autres raisons, c'est le 16 septembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Annie Dupéret. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Annie Dupéret. Mes chers enfants lucernaires, on en parle dans quelques instants. Mais vous avez tellement d'activités. On a parlé de la comédie, du théâtre, des livres. Et le 16 septembre 2019, je choisis cette date parce que c'est ce jour-là que vous recevez au théâtre de la Gaîté-Montmartre à Paris un trophée, le trophée du bien-être. Et ça, je pense que pour vous, c'était important parce que ce trophée vous était attribué pour le soutien de l'association SOS Village d'Enfants. Ah oui, le trophée, je l'ai complètement oublié. Hein. Vous venez de me rappeler quelque chose. Ah, j'ai reçu un trophée Oui, bien-être. oui. Bon, d'accord. C'était la 5e édition des trophées du bien-être. Ah bon, d'accord, ok. Mais c'était pour SOS Village d'Enfants et ça, c'est oui. quelque chose d'important pour vous. Ah Annie oui, Dupéret. oui, bien sûr, oui, oui. C'est une association apolitique et humanitaire qui est créée en Autriche en 1949 dans le but d'offrir des frères et sœurs orphelins, de leur offrir un cadre de vie familiale et l'assurance d'une relation affective. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que je venais de finir donc d'écrire le Voile noir à propos de la mort de mes parents et de ce deuil impossible. Et je disais dans le livre effectivement que la pire chose qui nous soit arrivée après la mort des parents, qui est évidemment la catastrophe première, c'est d'avoir été séparés de ma sœur. Chose dont nous ne sommes jamais remises. Et dont d'une manière détournée, elle est morte.
parce que c'est une fille qui a vécu le cœur serré toute sa vie. Et je suis persuadée que si nous avions été élevés ensemble, qu'on se soit connus, on aurait eu des rapports beaucoup plus simples que ça, au lieu de se courir après, comme ça, de chercher à rattraper les choses. Je sais très bien ce qui se passe quand je l'ai vécu. Quand une grande sœur, par exemple, est séparée d'un petit frère ou d'une petite sœur, eh bien, le petit, il rêve qu'un jour, cette grande personne, cette grande sœur ou ce grand frère, va remplacer à la fois le père et la mère. Voilà. Et puis, le grand, il rêve que le petit, là, qu'il n'a pas eu, ce sera son meilleur ami. Et c'est incompatible. Les deux rêves sont absolument incompatibles. Il y en a un qui est toujours les mains derrière le dos à attendre que l'autre représente le père et la mère, le nourrisse, s'occupe de lui, etc. Et l'autre attend d'avoir un rapport égalitaire qui ne sera jamais. Et c'est épouvantable. Donc, quand ils sont venus me demander à la sortie du livre, c'était pas encore la mode, entre guillemets, d'avoir des parrains marraines, ils n'en avaient pas. Bah, j'ai dit oui tout de suite. Oui tout de suite, parce que réunir les fratries, quand, bon, il y a beaucoup moins d'orphelins maintenant, c'est plutôt pire, quand les parents sont défaillants par misère ou par maltraitance. Encore autre problème, là. Et d'autant plus de raisons de se serrer les coudes avec les frères et sœurs. Voilà. Et donc, j'ai accepté tout de suite, effectivement. Et cette association a été créée dans le Nord, je crois, en 1956, et vous avez beaucoup œuvré pour que le public la connaisse, Annie Perret. Oui. Alors, je suis une marraine médiatique. C'est vrai que j'ai été quelquefois dans des villages au début. Je voyais, c'est ce qu'on appelle des mères SOS s'occuper des enfants. C'est pas facile, hein. C'est un rôle extrêmement difficile parce qu'il faut une subtile distance. C'est-à-dire qu'il faut être tout à fait disponible pour offrir toute sa tendresse et ses soins aux enfants, mais pas investir trop sur eux parce qu'ils ont souvent encore des parents. Donc, faut attendre que l'enfant vous donne sa tendresse ou rester un peu à distance. Voilà, respecter ces autres affections envers les parents qui existent encore, c'est pas facile du tout, quoi. Et alors j'allais dans ces villages, je voyais le travail qui s'y faisait, j'ai vu quelques visages d'enfants évidemment marqués par la souffrance, qui me déchirait le cœur, et j'ai reconnu que j'étais pas assez grande pour être témoin de ça, et que j'étais surtout remarquablement inutile. Oui, sauf que vous avez quand même été utile, puisque voilà. vous avez donné une image à cette association. Voilà. Et en ça parler et dire de mon expérience personnelle qu'il n'y a rien de mieux quand les parents sont défaillants ou absents, de réunir les frères et sœurs, ça c'est mon boulot, effectivement. Et vous avez été marraine, je crois, jusqu'en 2006. Je suis encore. Vous l'êtes encore aujourd'hui. Oui. Alors, mais pardon, vous avez été marraine en 2006 de SOS Papa. Oui. Une autre association. Voilà. Alors ça a duré une dizaine d'années, je crois. J'étais très touchée parce que j'ai eu 3 copains, moi. J'ai eu 3 copains à ce moment-là qui ont eu énormément de mal de garder des contacts avec leurs enfants après un divorce ou après une séparation. Et c'est vrai que quand les femmes veulent se venger d'un homme et qu'elles utilisent des enfants, elles sont vachement fortes. Hein. Oui. Parce que toute la loi est pour elles. Et là, ça m'avait... c'est peut-être l'orpheline, d'ailleurs, qui avait réagi à ça. Parce que ça me faisait souffrir, parce que je me disais, mon Dieu, on me dirait que j'ai un père encore vivant qui est là et que je peux pas voir, mais je deviens dingue, moi, je casse quelque chose, là. Et je me disais, mais c'est affreux d'empêcher ou de mettre des bâtons dans les roues comme ça pour que le père garde des liens et sa paternité, quoi. Et puis une fois que j'ai dit ça, que j'ai dit ce que j'avais à dire, on tombe sur du juridique terrible, quoi. Et là, je me suis sentie tout à coup complètement impuissante à aller plus loin. Une fois que j'avais dit ça, qu'un enfant a besoin de ses 2 parents, et quand le père est de bonne foi et aimant, il n'y a aucune raison de l'empêcher de le voir, de le cantonner à un petit week-end par mois ou à je sais pas quoi.
j'ai quitté. Mais c'est Hélène Sulro qui avait pris la relève, et en grande féministe, quand même, c'était pas mal non plus. C'est pas mal. Mais il y a aujourd'hui de plus en plus de cas comme ça, où les femmes se vengent en empêchant le père de voir l'enfant. Et c'est un drame permanent pour les parents comme pour l'enfant. Voilà. Ouais. Et puis il y a une autre association aussi, parce que vous êtes très dévouée, Annie Dupéret, c'est l'association Le Rire Médecin. Le Rire Médecin. Ah oui, bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'est Joël Santoni, au début des Familles Formidables, qui avait entendu parler Caroline Simmons, la créatrice du Rire Médecin en France, qui avait déjà pratiqué ça en Amérique, c'est américaine. Elle a amené en France cette association, et j'ai trouvé ça formidable. Joël Santoni, dans la première série, j'ai perdu mon accessoire. J'ai toujours mon accessoire avec moi, et voilà que je ne l'ai plus. Quel accessoire? Mais oui, mais voilà mon accessoire. Ah bah voilà. Voilà, c'est ça, voilà. Ça, j'ai toujours ça pour en parler. Et Joël Santoni avait entendu parler de cette association et m'a dit, puisque ton rôle est d'un médecin à l'hôpital, si on les faisait venir. J'explique pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas YouTube que vous avez un nez rouge Je viens de sortir le nez rouge de mon sac, parce que, après avoir connu Caroline, être marraine du Rire Médecin, et Joël Santoni lui-même, metteur en scène des Familles Formidables, avait dans son sac, dans son attaché-caisse très sérieux de metteur en scène, toujours un nez rouge en cas d'urgence. Toujours. En cas d'ennui, en cas de fâcheux et tout, paf, il sortait le nez rouge comme ça. Et j'ai continué la tradition, je l'ai toujours dans le sac. Vous avez raison. Et Joël Santoni, effectivement, on lui doit ce feuilleton dont le générique est culte. La meilleure donne, la grima blue. Alors, ça, franchement, je ne connais pas une personne en France qui ne connaisse pas Une Famille Formidable. Ça a duré longtemps, ça a été un triomphe. Même, on vous demandait de tourner plus d'épisodes. Vous ne pensiez pas que ça serait comme ça, Annie Dupéret? Non, on pensait rien d'ailleurs. Mais je l'ai beaucoup raconté, mais c'est pas une série comme les autres, c'est pas une télé comme les autres, c'est un miracle. C'est un miracle. Je parlais des anges tout à l'heure. Je suis absolument certaine qu'ils ont œuvré. Certaines, parce que j'étais en train de finir d'écrire Le Voile Noir. J'étais dans un état émotionnel assez grave. Je vais vous dire un détail, j'avais mis une ficelle avec un rouleau de papier chiotte en sautoir, parce que comme ça m'évitait de chercher les Kleenex, tellement je pleurais tout le temps. Bon, j'avais fait vraiment ressortir tout ce que j'avais pas pleuré en 30 ans, donc c'était quand même une rivière assez abondante. Et j'ai dit à mon agent, trouve-moi une comédie pour m'alléger une fois le livre fini, parce que je suis dans la fin là. Et au mois d'août, elle m'appelle, elle me dit, écoute, tu voulais un film, il y en a pas un, il y en a 3 fois 1h30. Oh là là, j'ai dit, faudra bien ça. Et elle me dit, ça commence tout de suite. Et là, j'ai dit, non, parce que j'ai promis de rendre tout mon texte le 15 septembre, parce qu'il y a beaucoup de travail de mise en page et tout, et je suis dans le plus dur. Oh, t'as de la chance, ça commence le 16. Incroyable. C'est pas tout. On se rencontre avec Joël Santoni pour apprendre à se connaître un peu. Il m'explique qu'il a jamais rien fait de drôle de sa vie, qu'il a fait que des films assez dramatiques et lourds. Je rigole en lui racontant ce que je suis en train de faire, et on découvre, je vous jure, en 4 phrases, qu'on est orphelin de père et de mère au même âge. Incroyable. Alors là, c'est vrai que tous les deux, on a levé les yeux, on ne sait pas où ils sont, on a fait trop bien organisé. Et effectivement, on est parti sous ces auspices-là, en fait. On a vite découvert ensemble, avec Joël surtout, qu'on avait un don qui n'est pas donné à tout le monde. C'est qu'on pouvait passer très vite du tragique au nez de clown. Puisqu'on fait ça tout le temps. En tant qu'orphelin, on a fait ça tout le temps. Donner le change, mais en gardant au fond quelque chose de très, très dramatique. Et c'est parti comme ça, quoi. C'était beaucoup plus qu'une télévision. Déjà parce qu'il y avait 2 des créateurs orphelins qui, sans doute, avaient la nécessité de se créer une famille tribale, comme on aurait aimé en avoir une. Mais en plus, les familles recomposées n'étaient pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui, Annie Dupéret. Non, c'est vrai.
Non, on avait inventé quelque chose qui était de l'amour pur et de l'amitié pure, je crois. Je crois que c'était bien au-delà d'une télévision. Alors, cette série a eu un 7 d'or, mais il y a une autre série qui a eu un 7 d'or, et on l'a un peu oublié, parce que c'était aussi une série où vous jouiez. C'est Un château au soleil de Robert Mazoyer avec Jean-Pierre Mariel. Ah oui, oh oui. Quelle oui, série? oui. Oh, c'était super. C'était surtout, enfin, l'occasion de côtoyer pendant. À l'époque, on tournait assez lentement, hein, au moins 5 mois. Jean-Pierre Mariel, merveilleux. Merveilleux, on s'était entendu magnifiquement. J'adorais Jean-Pierre. C'était super. Vous savez qu'au conservatoire, on avait prédit à Marielle et à Rochefort qu'ils ne feraient que des petits rôles, des figurations, voire des seconds rôles. Oui, c'est épatant. C'est formidable. C'est formidable. Quand vous voyez tout ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous en pensez avec le recul, Annie Dupéré? Il y a des moments où je me dis j'ai dû avoir plusieurs vies. Parce que quand on revoit, par exemple, on voit une photo. Alors, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a envoyé une photo de collection qui était à vendre. Et je me reconnais indubitablement, assise dans une espèce de limousine, à la porte ouverte comme ça, avec mes belles jambes et tout. Et derrière moi, les Rolling Stones. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai aucun souvenir de les avoir rencontrés. Nous étions dans la même bagnole. Alors là, je me dis, mais attends, j'ai eu une autre vie ou quoi, là? C'est pas incroyable. Les Rolling Stones. Et où ça? Oui. Et puis je ne sais pas. Je sais pas, c'était une photo de collection d'un photographe reporter, sans doute, qui était à vendre avec Départ pour la soirée. Un titre, Départ pour la soirée. Et là, je suis restée complètement pensive en me disant, mais aucun souvenir. En tout cas, départ vers une autre date dans quelques instants, le 23 août 2023, avec Annie Dupéré sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Annie Dupéré, on a parlé de notre long parcours. Ce long parcours, pas question de l'arrêter. Au contraire. Oh non. Surtout pas, jamais. Hein. Ah bah là. Le 23 août 2023 a commencé au Lucernaire, Mes chers enfants. Et c'est un seul en scène qui est cher à votre cœur parce que c'est un amour de la vie de la part d'une veuve. Et c'est un spectacle qui vous touche particulièrement. Ben, c'est-à-dire que quand Jean Marbeuf, qui a écrit ça, c'est un homme qui a écrit cette histoire de femme. C'est important de le préciser quand même. Et quand j'ai reçu le texte et que j'ai vu seul en scène, j'ai dit ah non, moi j'aime trop les partenaires. Oh non. Et puis j'ai lu le texte et je crois que je l'ai rappelé dans l'heure en disant on y va, on y va, parce que ça dit des choses très importante, avec des tons extrêmement variés. Et le thème, d'abord, parle à infiniment de gens. Qu'est-ce qu'on fait de sa vie après 65 ans, quand on arrête, pour ceux qui arrêtent leur métier, qui sont à la retraite, ou éventuellement des gens qui ont élevé leurs enfants, qui les ont poussés comme ça et tout, qui partent, qui sont partis. Qu'est-ce qu'on fait de sa vie alors qu'on a encore au moins 20-25 ans à vivre? Est-ce qu'on reste sur le canapé ça va très vite dans la pièce. Il n'y a qu'une lettre au début où elle dit, elle est sur son canapé le dimanche, elle regarde Drucker et puis elle attend désespérément qu'ils reviennent déjeuner le dimanche prochain. Et puis très vite, à la deuxième lettre, ils viennent pas. À la troisième lettre, elle comprend qu'elle les emmerde et elle s'en va. Parce que finalement, ce spectacle, c'est sous forme de lettres aux enfants. Lettres aux enfants. Elle a décidé d'écrire à ses enfants, de tout leur dire, de ne plus rien cacher pour attaquer sa dernière ligne droite le plus honnêtement possible. Voilà. Et elle dit tout parce qu'elle aime ses enfants, parce qu'elle est rebelle et parce qu'elle est parfois impudique. Oui, elle est. Alors évidemment, quand on veut dire tout à coup et qu'on veut plus rien cacher, ça peut déborder de temps en temps, effectivement, sur des choses, même des confidences sur ses aventures sexuelles, des confidences sur des secrets de famille qu'elle n'a jamais dit. Et surtout, ça traite d'un sujet qui, je trouve, est aussi formidable. Quand cette femme, je situe le personnage un peu, ça n'est pas dit dans la pièce, mais elle a beaucoup de références littéraires, on sent qu'elle a beaucoup lu.
on lui parle, elle dit à un moment que ses enfants lui reprochaient son ton d'institutrice. Elle a peut-être été professeure de lettres ou quelque chose comme ça. Elle a vécu dans un milieu assez privilégié, très 68arde comme ça, mais qui très cultivé et tout. Et elle fait partie de cette génération des 68-70 comme ça, des baby-boomers qui tout à coup se sont dit « Oh là là, mais le monde, nous, alors on a vécu, elle dit à un moment, on a vécu d'utopie et d'eau fraîche, on a cru à l'éternité et au stone. » et ils ont poussé leurs enfants, se disant « Attention, le monde est difficile, à faire des études, à avoir des belles carrières, à leur épargner toutes les aspérités, à leur donner du confort, le mieux pour eux, etc. » Et puis tout à coup, elle prend conscience, elle-même ayant vécu dans un milieu sans doute assez privilégié comme ça longtemps, quand elle part, quand elle décide de partir et qu'elle atterrit à Ouistreham et qu'elle découvre les migrants et l'état du monde qui lui sautent à la gueule, elle se dit mais qu'est-ce que j'ai fait avec mes enfants qui pensent qu'à leur confort, à leur carrière et tout, et qui sont complètement, elle le dit, à un moment elle est assez dure avec eux, elle dit vous êtes là, amorphe, doigt sur la couture du pantalon, aliéné au système, réveillez-vous, je vous ai pas mis au monde pour être des spectateurs. Et ça, c'est des mots importants quand même, tu vois. Donc il y a toutes ces facettes de cette femme, à la fois légère, à la fois drôle, et en même temps, tout à coup, de prise de conscience sur la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie ? Mais qu'est-ce qu'on a fait de notre vie, vu le monde dans lequel on est ? On a été incompétents. On a laissé tout aller à volo, comme ça. Voilà, je trouve que ça dit des choses très importantes. Et en même temps, ça montre une évolution de la société, Annie Libéré. Oui. Qui n'est plus celle qu'elle a vécue quand elle a mis au monde ses enfants. Voilà. Alors, cette pièce, Jean Marbeuf l'a écrite. D'ailleurs, il avait écrit une autre, un échange de correspondance virtuelle avec, qu'est-il arrivé à Bette Davis et John Crawford. Oui, lui qui n'est pas un Merlan du jour, c'est un jeune auteur. C'est vrai que c'est drôle. Hein. Il a aussi fait Nestor Burma à la télévision. Oui. Qui a quand même eu un gros succès avec Guy Marchand. Et un film sur Pétain qui était magnifique. Avec Jean-Yann, c'était super ça. Jean-Yann d'ailleurs, qui est l'auteur d'une formule qu'on a vue en 68, qui est il est interdit d'interdire. Ah oui. Sur les murs, c'est Jean-Yann. C'est Jean qui l'a fait. Alors justement, mai 68 et tout ce sujet, est-ce que c'est quelque chose qui vous touche personnellement pour que vous ayez eu envie de jouer ce seul en scène, Annie Dupéret ? Non, je suis passée à côté, moi. Je suis passée à côté parce que j'étais encore en plein déni du deuil, en plein égocentrisme, puisque c'est comme ça, je vais de l'avant. Je pensais pas à grand-chose, franchement. J'étais à Cannes, moi, en 68. J'ai été bloqué à Cannes. Vous voyez comme on était malheureux. Ouais. Hein. Il y avait plus de voiture, il y avait plus d'essence, il y avait plus rien. On était bloqué à Cannes. Et il n'y avait même plus de festival, d'ailleurs. Oui, j'étais dans la salle avec le jour effectivement, où il y avait Godard et comment dire, et Truffaut qui se sont accrochés au rideau, un qui voulait le maintenir ouvrir, l'autre qui voulait le fermer. Non, mais c'était à péter de rire, quoi. J'ai vécu ça, vous vous rendez compte ? Et alors après, j'ai vécu quelque chose d'encore plus joli. C'était que il y avait Michel Duchossois là, et un très cher ami qui s'occupait de Cannes, qui était Gilles Durieux, qui s'occupait des acteurs et tout, qui était très ami avec eux. Et on s'est réfugiés ensemble dans une maison. Il y avait pire compagnie. Hein. J'étais avec Chabrol, Stéphane Audran, Duchossois et Jean-Yann. Et nous deux avec Durieux et moi. Et on a passé, je crois, 3 semaines en attendant de rentrer à Paris. Vacances délicieuses. Au lieu de faire la révolution. Voilà. Alors, dans cette pièce aussi, vous évoquez ces enfants qui finalement ont une vision du monde différente. C'est-à-dire que celle que vous avez, vous vous sentez concerné, ils l'ont pas forcément, même si aujourd'hui, dans les écoles, on oblige les enfants à ramasser les déchets dans la rue, c'est quand même pas la même conception du monde. Oui, c'est-à-dire qu'elle parle d'une génération qui sont les quarantenaires. C'est pas tout à fait les jeunes de maintenant dans les écoles. Et elle parle très précisément de ces gens de 70, comme ça, qu'on fait des enfants dans les 80, etc., qui ont maintenant 40 ans
35-40 ans, qu'on a poussé à faire des carrières brillantes, à avoir du confort, à avoir ça, c'est cela qu'elle cible. Effectivement, ces enfants font partie de cette caste qui travaille énormément pour gagner du fric, pour avoir une belle carrière, un bel appartement, et qui prennent des pots jusqu'à pas d'heure le soir dans toutes les terrasses qui sont pleines à Paris. Oui, et ça, c'est plus du tout ce qu'elle a vu quand elle est arrivée à Ouistreham. Ouistreham, Voilà. c'est un symbole en plus. Voilà. Et elle prend conscience, finalement, elle qui adore ses enfants, elle prend conscience de mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Mais qu'est-ce qu'on a fait de les élever comme ça pour que tout leur soit épargné ? Et on a fait des gens qui pensent qu'à leur pomme, qu'à leur carrière et qui n'ont aucun regard sur le monde. Mais c'est aussi un drame de notre société aujourd'hui parce que quand ces carrières se terminent, ils sont totalement démunis. Oui, absolument. Ouais. Alors, c'est aussi un message que vous adressez dans cette pièce à travers celles et ceux qui vivent ces moments-là et qui doivent peut-être prendre conscience qu'il y a autre chose. Oui. Mais c'est pas une pièce didactique, hein. Tout ça est assez ludique finalement, entremêlé de choses légères, drôles, moins drôles. C'est très agréable à vivre. Vous savez, c'est drôle, c'est un texte, c'est une expérience assez étrange parce que plus que jouer quelque chose, c'est un texte à habiter. Faut rentrer dedans. Voilà, je rentre dedans comme dans un gant et je le montre aux gens, comme ça je le donne. Et alors ce sont des lettres que je sais par cœur, bien entendu, mais quelquefois à la demande de gens, je reviens au texte pour que les gens se rendent compte que c'est pas moi qui leur parle, mais que c'est un personnage et que ce sont des lettres. Mais c'est vrai que c'est une chose étrange à habiter, à vivre comme ça. Mais surtout, et on ne dira pas pourquoi, mais ces lettres n'attendent pas de réponse, Annie Dupéret. Voilà, oui, ça c'est une surprise de la fin, effectivement. Alors, est-ce que vous avez pensé aussi à vos enfants, Gaël et Sarah, en jouant cette pièce, Annie Dupéret ? Non, pas tellement, parce que quand même, j'ai la chance d'avoir des enfants quand même un petit peu plus ouverts sur le monde, comme ça. Non, c'est pas vraiment à eux que je pense. Mais effectivement, j'en connais. C'est drôle d'ailleurs parce que j'ai croisé une voisine près de chez moi, qui a mon âge, et qui m'a dit presque une réplique de la pièce. Parce qu'elle m'a dit un jour, elle me dit mais c'est terrible. Je viens de voir mes enfants. Ben alors certes, ils ont des belles carrières, ils bossent. Hein. Ah ça, ils bossent énormément, ils rentrent crever le soir. Elle me dit je vais te dire ce que c'est que leur vie. Ils sortent du boulot, ils prennent des pots avec les copains jusqu'à 10h du soir, ils ne regardent aucune info, ça les intéresse pas, ils commandent une pizza et ils regardent Netflix. Et elle me dit, mais j'ai fait des enfants mais qui sont complètement hors du monde. Et elle m'a dit gravement, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Et j'ai trouvé ça formidable, je me suis dit, mais c'est ce que je suis en train de jouer. Mais c'est un sujet que personne n'avait abordé, Annie Dupéret. Personne ne l'avait abordé. Alors qu'il est important. Oui, il est important. Il est important, c'est bien de l'entendre. Et surtout, est-ce que ça peut faire prendre conscience à des gens, peut-être de vivre autrement ? Je vais vous raconter quelque chose. J'ai eu un soir où un spectateur m'a fait pleurer, moi, sur le pas du théâtre. Il m'a fait pleurer parce que c'était un monsieur d'une 50aine d'années que j'ai trouvé, mais en larmes à la fin de la pièce. Il m'attendait sur le trottoir. Et il m'a dit une chose magnifique. Il m'a dit, écoutez, voilà, je n'ai aucun regret vis-à-vis de ma mère parce que je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Vraiment, elle est morte à présent. Je l'ai accompagnée. Mais elle me disait toujours, mon Dieu, que j'aurais aimé te parler, j'ai pas osé. J'aurais dû te parler. J'avais tellement de choses à te dire. Et puis elle a disparu. Et il m'a dit en sanglotant, j'ai entendu ce soir de votre bouche tous les mots que ma mère aurait pu me dire. Et là, je vais vous dire, moi, j'ai fondu en larmes à mon tour parce que ça, voir ça après une pièce, c'est extraordinaire, quoi. Et vous évoquez dans cette pièce, Annie Dupéret, les déjeuners du dimanche. Oui, ça c'est au début où elle attend qu'ils viennent tous les dimanches. En fait, elle attend que ses enfants viennent la faire vivre encore. Voilà, puis elle se rend compte très vite. Je vous dis, ça va très vite. En 3 lettres. Elle se rend compte qu'elle est un poids pour eux, qu'elle les enquiquine, alors bousiller tous leurs dimanches comme ça, à les obliger à venir déjeuner pour être le seul accroche dans la vie. Et jusqu'à ce qu'elle comprenne, et effectivement, plus tard, elle dit voilà, écoutez, les enfants ont leur vie, les parents leur temps.
Et puis, beaucoup de critiques disent que dans cette pièce, il y a la synthèse de plusieurs personnages que vous avez joués, Annie Dupéret. Une famille formidable, la faute à Rousseau, c'est une synthèse. Oui, il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu de tous les... Et surtout, comme le sujet de fond est assez grave, finalement, j'essaie de le jouer assez légèrement, voilà. Et vous le jouez avec bonheur parce que pour vous, c'est la vie. Oui, oui, bien sûr. Et vous continuez à travailler par bonheur. Bah bien sûr, parce que j'adore ça. Et cette pièce, donc, qui se joue jusqu'au 22 octobre, c'est à 21h du mardi au samedi, à 18h le dimanche. Le Lucernaire, c'est presque... Il y a eu un autre théâtre avant, c'est le point de départ. Elle peut aller plus loin. C'est une pièce que vous avez envie de porter plus loin. Ah oui, moi j'aimerais beaucoup, c'est en pour parler en ce moment. Il faut faire toute la France, la Suisse, la Belgique avec ça. Parce que c'est un message. Ah oui, c'est un message. Et puis c'est pas désagréable à faire de rentrer dans un texte comme ça pour l'offrir aux gens en l'interprétant, certes, mais de l'habiter. C'est assez bizarre. Et c'est un message d'espoir et de vie en un moment où on en a particulièrement besoin. Je crois qu'on en a besoin. Oui. C'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas, c'est de continuer à jouer cette pièce. Oui. Et je conseille à celles et ceux qui nous écoutent d'aller donc au Lucernaire, je répète, à 21... Faut se dépêcher parce qu'on finit le 22 octobre. Oui, mais il n'y aura pas de des prolongations ailleurs, peut-être, non? Mais je ne sais pas. Oh, changer de théâtre. Oui, mais vu l'écho que j'ai de cette pièce, apparemment, on va voir. Les gens sont très contents. Et c'est donc du mardi au samedi à 21h et 18h le dimanche. Et ça s'appelle Mes chers enfants. Merci Annie Dupéret. Ne changez surtout rien, restez toujours aussi jeune que vous l'êtes et passionnée. Je vais essayer de rien changer. Surtout pas. Merci et à bientôt. À bientôt. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.